cette émission en direct avec deux nouveaux candidats qui nous ont rejoints sur ce plateau, on va dire. Johanna Lafichère, salut Johanna. Salut. Alors, tu habites à Neuchâtel, tu es ingénieure, tu es conseillère générale pour Neuchâtel et puis tu es actuellement aussi députée. Tout au fond à ma gauche, Stefano Giamboni. Salut Stefano. Salut. Toi, tu habites à La Chaux-de-Fonds et tu es ingénieur. Et puis, Roby Chop, notre candidat au Conseil d'État. On rappelle que tu habites à Savagnier, tu es actuellement conseiller communal, chef du dicastère de la mobilité, de l'aménagement du territoire, de l'économie et du tourisme. C'est ça, bonsoir, salut. Alors, on vous rappelle les règles du jeu, c'est vous qui faites cette émission en direct en nous posant toutes les questions dans la bienveillance et la politesse. Et puis, on a déjà une question de Johanna qui nous demande est-ce que le canton fait assez pour l'égalité des sexes? Qui veut répondre? Roby. Alors, on a des indicateurs qui laissent un peu à désirer, semblerait-il, au niveau du canton, de son propre personnel, pour commencer. Et puis aussi des programmes qui sont destinés à l'extérieur, à la promotion parmi la population. On constate, disons, qu'il y a un retrait, malgré le discours officiel. En tant que vert, on doit souhaiter que plus soit fait dans le concret. Johanna. Oui, bon, c'est moi qui a posé cette question. Bien sûr, c'est une question un peu rhétorique. En tout cas, moi, je n'ai pas entendu effectivement que le canton, déjà pour ses propres employés, il a plus cette différence de salaire entre hommes et femmes, malgré le fait que justement, en tout cas au niveau formation, les femmes, vraiment, je sais pas, au niveau universitaire, maintenant déjà plus de femmes qui entament les études, mais justement après, plus ça monte en grade, plus justement les hommes sont malheureusement toujours majoritaires. Alors là, quand même, l'État, justement, c'est un employeur important, et là, il peut vraiment aussi faire quelque chose. Une autre chose aussi, si on parle, et ça on n'en parle pas souvent, justement, c'est que tout aussi le travail bénévole qui est fait par les femmes, c'est souvent aussi au détriment de leur carrière professionnelle. Stéphane. Mais moi, je voulais rajouter quelque chose au niveau du rôle de l'État et des communes qui sont dans ce domaine, parce que pour moi, c'est très important d'en parler déjà à l'école. Alors, l'école primaire, c'est les communes, l'école secondaire, c'est l'État. Là, il y a beaucoup de travail à faire, je trouve. Parce qu'il y a vraiment des enfants très petits qui ont peut-être, ils sont éduqués d'une certaine façon, dans certaines familles. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup à faire à ce niveau-là, de cette égalité déjà au niveau des enfants, quoi. Voilà. Ils sont déjà dans leur rôle. Le garçon, il joue au foot, il est macho, entre guillemets. La petite fille, voilà, elle aime la mode, elle doit préparer à manger. Bref, il y a un peu quand même cette mentalité, et l'État, il a un rôle à jouer là-dedans, dans les programmes d'école. Est-ce qu'il faudrait partir sur une éducation non genrée, comme dans certains pays qui... Oui. Bon, en tout cas là, si tu es élu, tu peux prendre la place que j'ai maintenant dans une commission. Justement, on parle de ces choses-là, et c'est vraiment très important. Intéressant et important, les choses qui sont faites. Après, justement, il faut qu'ils soient aussi mis en application. On change de sujet. Oui. Héraclide. Donc, on repart sur les transports, la mobilité. L'idée de vraiment plafonner les déductions pour les déplacements professionnels me semble également une piste à explorer. Le canton est bien en retard sur cela. Roby. Alors c'est vrai qu'on a des cantons qui plafonnent les déductions pour déplacements professionnels à l'équivalent de transport public, hein. C'est pas le cas du canton de Neuchâtel à ma connaissance. On pourrait aller plus loin dans la théorie, hein. Dans la pratique c'est un peu plus compliqué, mais on pourrait aussi estimer que c'est finalement à l'employeur d'assumer les coûts de déplacement de ses employés, puisque finalement c'est sa localisation, c'est la localisation de l'employeur qui détermine les trajets que font les employés. On est parti, hein, on l'a dit dans le premier plateau, c'est vrai que les gens ont tendance à habiter toujours plus loin dès le moment où ils arrivent à aller travailler en 1 heure, mais on oublie aussi que les employeurs sont devenus de plus en plus flexibles, dans le sens qu'ils engagent des personnes à certains lieux, ensuite l'employeur se déplace, pas forcément très 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 loin, et puis il est attendu du personnel qu'il se déplace avec l'employeur. Donc je pense que la charge finalement de ce déplacement, elle devrait aussi
être reporté en partie sur l'employeur et pas seulement sur l'employé, parce que voilà, la déduction fiscale part un petit peu du principe philosophique que c'est l'employé qui est le seul responsable du trajet entre son lieu de domicile et son travail, ce qui n'est pas toujours le cas. Alors, reprendre un peu l'idée de taxe de mobilité, comme il semble se faire en France. Justement, l'employeur paye en fonction justement des lieux d'habitation de ses employés. Oui, effectivement, cette question, ça fait penser au fait que Roby l'a dit, il faudrait plafonner au prix de l'abonnement Anvers, par exemple, sur les 5 zones qu'on paye, non, je ne sais plus les prix, mais il y a quelques francs, tandis que quelqu'un qui fait les trajets tous les jours, la Chaux-de-Fonds-Neuchâtel, en voiture, il peut déduire, j'ai jamais fait le calcul, vu que je ne le fais pas, mais c'est énorme, comparé au prix de l'abonnement. Alors, effectivement, il y a cette notion que peut-être quelqu'un est obligé, depuis la vallée de la Brévine, de prendre une voiture, d'aller au travail, mais quelqu'un qui fait la Chaux-de-Fonds-Neuchâtel tous les jours et il peut déduire ses trajets, ça me paraît quand même un peu limite. Alors, à voir si on pourrait différencier les déductions en fonction aussi du lieu où on habite, en fonction de la desserte de transport public. À ce moment-là, effectivement, on pourrait plafonner certaines déductions. Alors on passe de l'onde verte aux ondes 5G. Une question de Nickelberg qui nous dit: bonsoir, quelle est votre position sur la 5G? Ça, c'est un thème qu'on n'avait pas abordé il y a une semaine, donc on vous écoute volontiers, Roby, par exemple. Bon, la 5G, il y a peut-être toute une série de questions qu'on doit se poser en cascade, hein. C'est vrai que la 5G, ça donne encore plus de débit pour être encore plus dans l'échange de données par les ondes, alors qu'il y a quand même aujourd'hui la fibre optique qui vient à peu près, enfin qui est bien implantée et qui permet aussi un échange de données, mais on n'est pas sur notre appareil mobile, donc on se demande vraiment si la 5G est utile à l'homme ou à l'industrie ou au commerce, parce que en fait on entend en filigrane la justification de la 5G qui doit servir peut-être bientôt aux voitures autonomes, mais aussi au traçage des marchandises et à toutes ces choses-là. Ça, c'est peut-être une question qu'on pourrait se poser à la base, d'autant plus qu'aujourd'hui, grâce à la 5G, tous les gens qui ont encore des téléphones 2G qu'ils ont pu conserver pendant des années sont obligés de les jeter à la poubelle, puisque la 2G est démantelée pour faire la place à la 5G. Donc là, on a aussi un gaspillage d'énergie grise. Et puis, je pense aussi que aujourd'hui, on n'est pas tout à fait encore sur une sécurité sanitaire sur la 5G. L'implantation telle qu'on la vit aujourd'hui, avec finalement des compétences cantonales, mais qui ne sont pas vraiment cantonales, puisqu'elles sont encadrées par la Confédération et qui échappent en tout cas aux communes, sont problématiques à mon sens. Roby, il a bien résumé aussi la position des Verts. Alors Jean-Marc Pessina qui nous dit, donc, question à Roby: dans notre village, une demande d'installation pour une antenne 5G a été déposée. Faut-il s'opposer? Et si oui, quels arguments utiliser? Bon, c'est une bonne question. J'ai de la peine à répondre. Faut-il s'opposer? Parce que voilà, le processus d'opposition en Suisse, il est là pour les gens qui s'estiment lésés par un projet ou une décision. Donc, faut-il s'opposer? Voilà. Il faut juste savoir qu'une opposition aujourd'hui, elle va peut-être retarder le projet, mais que dans l'état actuel de la législation, elle ne va pas empêcher l'antenne 5G d'être posée au final. Par contre, je pense que pour les personnes... moi, je suis un grand... Enfin, je suis pas un grand... Non. Moi, je suis en faveur des processus démocratiques. C'est-à-dire que je ne vais jamais reprocher à quelqu'un de s'opposer si, au fond de lui-même ou au fond d'elle-même, c'est plutôt cette personne a un problème avec un projet. Par contre... voilà, après il y a des discussions et puis il faut aussi accepter le résultat de son opposition, et puis il y a des oppositions qui sont aussi par pure spéculation égoïste, ce qui est quand même un autre problème. Mais voilà, moi je ne peux pas dire à quelqu'un oui opposez-vous ou non ne vous opposez pas, parce que chacune et chacun doit le faire à mon avis en toute conscience. Mais si je comprends la question, une opposition à une antenne 5G aujourd'hui va retarder un peu le processus, mais ne va pas l'empêcher. Alors, est-ce qu'on a vraiment des instruments je sais que le Grand Conseil mais là peut-être je laisserai Joanne l'expliquer parce que je n'étais pas là, s'en est emparé, mais ça
Voilà, qu'est-ce que ça a donné au Grand Oui. Conseil, Johanna? Bon, comme tu as aussi mentionné, c'est toujours aussi, c'est pas très clair, est-ce que c'est le canton, c'est la confédération, et là aussi des moratoires qui sont en cours. Et c'est une question qui est pas encore claire. Alors, une question claire, il ne peut pas avoir réponse claire. Mais ce qui est juste important pour moi maintenant, les entreprises sont obligées de faire une demande de pause, parce qu'avant, justement, c'était juste une modification et qui pourrait se faire, en fait, sans que c'était vraiment connu du grand public. Et c'est comme tu as dit aussi, pour les processus démocratiques, c'est vraiment ça qui ne va pas. On repart sur les transports. Question de Blaise. Plus de 40% du trafic motorisé individuel est lié à des activités de loisirs. Montpellier vient de rendre les transports communs gratuits le week-end. Est-ce une solution? On en avait parlé tout à l'heure, mais pourquoi pas effectivement choisir des moments de gratuité? Ça peut être une piste. Effectivement, alors bon, là c'est pas le bon moment parce qu'entre La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel, il y a les bus maintenant, c'est un peu moins pratique. Mais le week-end passé, je me suis rendu à Neuchâtel en bus et je trouve que c'est très bien. Encore une fois, on revient à cette notion, quand le transport est disponible, le prix peut être effectivement un frein pour les familles qui veulent se déplacer au bord du lac, par exemple. Alors, je trouve une bonne idée, ça change un peu de dire on les rend gratuits tout le temps pour tout le monde. Mais je pense que c'est des idées ou des propositions qui sont intéressantes, hein, autant que la gratuité pour les jeunes ou les personnes âgées. Il y a juste peut-être une chose, c'est que si on change de paradigme vraiment pour du transport public et gratuit, il y a quand même une économie qui est faite, hein, sur l'exploitation. Alors c'est qu'on n'a plus d'automates à billets ou seulement pour les CFF, on n'a pas de contrôleur pour les billets, voilà, il y a tout un coût d'exploitation qu'on peut économiser. Chaque fois qu'on dit c'est gratuit pour une certaine catégorie, on maintient toute l'infrastructure pour vendre des billets, pour faire des contrôles, etc. Donc on perd un petit peu le côté économie. Mais c'est vrai que ça interpelle beaucoup, et d'ailleurs je crois qu'on a une caricature dans notre journal de campagne, hein, qui montre bien que voilà, avec le coronavirus, hein, on travaille à la maison, on vit à la maison, on reste à la maison, puis tout d'un coup on se déplace quand même pour faire des loisirs. Parce qu'on a peut-être besoin d'aller à la montagne, ce qu'on peut comprendre, mais c'est vrai qu'il y a ce paradoxe qui fait que les loisirs sont des grands consommateurs de mobilité. Alors il y a toujours ce prix subjectif et prix objectif, mais quand on a fait l'acquisition d'une voiture, on a déjà dépensé une bonne partie du prix, donc on l'économise plus. Et voilà, pour avoir eu une famille, pour en avoir encore d'ailleurs, c'est vrai que quand on se déplace à 4 ou 5, oui, le transport public, ben, il est onéreux. Hein. Pourquoi pas, ouais, pourquoi pas. Peut-être ça peut aussi se faire comme l'idée c'est à Neuchâtel, où justement il a une forte subvention des billets de bus pour les jeunes, et justement c'est les rendre accros au transport public, qu'ils prennent vraiment l'habitude. D'abord ils le font avec les parents, et après quand ils sont un peu plus âgés, ils peuvent aussi aller à leur entraînement de foot ou autre chose. Ils prennent les transports publics, ils prennent l'habitude, et on espère qu'après justement garder cette habitude. On a la suite de la question de Blaise qui nous demande que peut-on faire d'autre pour transférer cette mobilité de loisirs vers d'autres moyens de transport. On sort les trottinettes, on sort les vélos. C'est vrai qu'il y a des stratégies. Je pense qu'on est un petit peu, à mon avis, un peu la préhistoire quand même de cette démarche, en tout cas à Neuchâtel. Hein. On parle des loisirs, on parle du week-end, mais bon, ce qu'on fait beaucoup le week-end, c'est aussi d'aller finalement faire des courses, hein, d'aller faire le marché à Neuchâtel, par exemple, à la Chaux-de-Fonds, de tourner des magasins. On se retrouve quand même à être à l'extérieur de chez soi, avec un encombrement relativement important. On a des paniers à commission, des sacs qui sont relativement lourds. Et puis, là aussi, quand on a son petit véhicule particulier, ça fait quand même un petit chez soi, un petit moyen de transport. On va poser une partie des sacs à commission, après on peut aller boire un café, puis on n'a pas 4 sacs qui nous cassent les jambes, etc. Et dans tout un système comme ça, vraiment de penser, non pas le service transport, mais du côté de l'utilisateur. Qu'est-ce que je fais moi comme utilisateur? Pourquoi, à un moment donné, je vais plutôt prendre ma voiture que me mettre dans un transport public? Parce que j'attends trop longtemps, parce qu'il pleut, parce que voilà, j'ai mes sacs et puis dans le transport public c'est pas pratique. Il y aurait aussi des mesures d'accompagnement, comme par exemple mettre des consignes en ville et pas seulement à la gare CFF, mais vraiment à la place du marché le samedi matin, d'avoir des consignes. Quand j'ai fini de faire mes 3 ou 4 magasins, je pose mes 3 sacs
la commission, puis je vais peut-être, alors quand ils seront réouverts évidemment, après le corona, je vais peut-être au café, je vais peut-être même au restaurant, mais voilà, mais je ne me balade pas toute la journée avec mes 4 sacs au bout des bras, c'est-à-dire qu'après je vais peut-être encore aller chez un libraire ou bien acheter un vêtement, et puis j'ai pas mes sacs alimentaires au bout voilà, qui m'empêchent finalement de profiter de mon déplacement. Et là, je pense qu'il y a beaucoup de stratégies à trouver, et pas seulement la gratuité des transports. Alors, on a une question, une remarque d'Héraclide qui dit il faut aussi faire cesser que les nouvelles entreprises qui s'implantent dans le canton, surtout le Haut et le Val de Travers, construisent un immense parking pour leurs employés sur des terres agricoles. Oui, alors pour ça, il y a les associations, comme l'association de transport et environnement, qui fait souvent des oppositions, qui fait des séances pour négocier tout ça. Des fois, elles atteignent aussi des belles réussites avec ces entreprises et avec les communes, parce que finalement, c'est la commune qui donne le permis de construire. Alors oui, ça c'est un problème. Effectivement, on pourrait changer aussi la loi, aussi les règlements de parkage des entreprises et voir aussi des bâtiments, des immeubles d'habitation ou des villas finalement. Oui. Ça c'est un changement de mentalité qui demandera encore un peu de temps, mais il faut sûrement aller dans cette direction, de réduire les places de parc à tous les niveaux. Oui, ça c'est vraiment urgent, justement, cette nouvelle reconstruction, il est attendu depuis très longtemps, qui devrait justement régler ce problème. En principe, c'est les communes, mais justement, il y a quand même aussi des règles générales cantonales qui doivent donner les lignes de conduite pour les entreprises. Et là aussi, justement, ces plans de mobilité, justement, si on parle entreprise, alors chaque entreprise qui s'implante, en tout cas aussi faire un plan d'entreprise, de mobilité pour leurs employés. Ça va du covoiturage, ça va justement aussi l'interdiction, en tout cas pour les employés qui habitent dans un certain rayon, d'avoir disposé d'une place de parc. Il a plein de mesures qui sont applicables. Mais justement, il a encore du travail. Et après, là, si on parle justement du haut du canton, c'est quand même aussi le problème des transports publics pour les frontaliers. Là, malheureusement, à l'autre côté, c'est plus difficile. En tout cas, les lignes de train ne sont pas développées. Ça, c'est pas vraiment aussi, quand même le dire, pas la faute aussi des frontaliers. Merci beaucoup à vous deux d'être venus vous exprimer sur ce plateau. Merci.